Je vais passer le micro à Catherine maintenant. Merci beaucoup, David. Mon nom est Catherine Carlton. Je suis le directeur exécutif d'Orchestre Canada. C'est mon privilège de vous dire la bienvenue à notre séance d'ouverture de notre congrès 2023. Donc, certains d'entre nous seront à Hamilton la semaine prochaine et plusieurs d'entre nous participeront à la conférence en ligne. Mais nous voulions débuter la conférence avec chacun d'entre nous, quel que soit notre horaire et notre lieu de travail. Nous voulons partager cet espace ensemble. Donc, bien que nous nous rencontrions virtuellement aujourd'hui, nous continuons de bénéficier du territoire sur lequel nous travaillons, jouons et habitons. Les responsables du territoire que j'appelle chez moi, je les reconnais et je vous invite à reconnaître votre territoire et le rôle des peuples autochtones qui ont joué un rôle et qui continuent de jouer un rôle sur ce territoire. Donc, s'il vous plaît, soyez bien à l'aise de partager de l'information par rapport au territoire et le traité qui couvre le territoire sur lequel vous vous situez, ou plutôt le fait qu'il soit un territoire non cédé. Je suis bénie d'être sur un territoire avec une histoire riche, Nogobuhaham, qui s'appelle Peterborough, Ontario, des fois. C'est sur le territoire traditionnel des Mississauga, Anishinaabe, couvert par le traité Race-like de 1819 et le traité Williams de 1923. Je m'engage à en apprendre plus sur les traités écrits ainsi que l'histoire orale qui les entoure et de les honorer. En remerciant, j'aimerais reconnaître aussi le soutien inspiré de la Fondation israélite qui a fait en sorte que cette conférence, ce congrès soit accessible à plus de gens. Grâce à eux, nous avons pu offrir l'accès en ligne à la plupart des séances en ligne. Nous avons pu dire la bienvenue à plusieurs conférenciers dû à des bourses et nous avons obtenu des services dans la plupart des séances également. Donc, merci à la Fondation israélite et bienvenue à nos interprètes pour la séance d'aujourd'hui, Daniel Allard et Caroline Chandounia. Maintenant, je vais exprimer ma gratitude à notre conférencier invité, David Magg, de cette conférence. Il est présentement le directeur de recherche sur la Société des arts. La plupart de ses dont l'a mené vers des poursuites. Il est musicien, un chercheur, un constructeur de communauté et un provocateur. Il est curieux, il a pensé à plusieurs gammes de sujets, il pense en tout haut et en public et il est déterminé à accepter que les performances passées indiquent les résultats de l'avenir. Comme la plupart des gens de mutual funds, des fonds mutuels nous disent habituellement. Donc, on dit bienvenue à David Maggs. Merci, David. C'est à vous. Merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup, David, pour votre aide. C'est un plaisir d'être ici. Je suis réellement très honorée d'avoir été invitée aujourd'hui pour présenter. Donc, maintenant, je vais partager mon écran. Me joindre ici avec vous chez Orchestre Canada en ayant grandi dans ce pays en tant que musicien classique. Je me considère comme un musicien classique qui recherche son cheminement à travers le reste de son existence. Je vous joins aujourd'hui du territoire traditionnel des peuples Haudenosaunee, ici à notre belle ville de Stratford, Ontario. Mon nouveau chez moi, je viens de déménager ici. Donc, le titre de ma présentation est Est-ce que l'apocalypse des zombies est à nos portes? Et j'ai changé le titre. Le titre original, c'était plutôt L'apocalypse zombie est à nos portes, mais je préfère que ce soit la version sous forme de question. Est-ce que vous voyez bien? C'est un peu bizarre de mon côté. C'est beau de mon côté. Merci, David. Donc, il y aurait probablement trois niveaux différents, trois perspectives différentes desquelles j'aimerais parler aujourd'hui. Donc, je préfère vous les dire tout de suite parce que ça se peut que ça ne soit pas toujours cohérent. Donc, l'idée, c'est qu'au fur et à mesure que les gens rentrent dans la salle, j'ai une petite notification qui me dit de les laisser rentrer. On va travailler là-dessus, David. OK, merci.
Donc, j'aimerais parler du niveau des organismes à but non lucratif culturel au Canada et également de la perspective de la musique classique au Canada. Et je n'aurai pas toujours les connaissances requises pour parler au nom des orchestres en soi, mais je regrette d'hésiter autant, mais je m'en excuse d'avance. Comme Charles Rosen, le terroriste, a dit de façon morbide de prononcer la mort de la musique classique est probablement sa plus vieille tradition continue. Bien que c'est une idée avec laquelle nous sommes confortables, mais ce serait peut-être le temps de considérer à savoir si cette tradition est juste. Donc, j'ai vu cette citation récemment qui m'a rappelé ma vie en tant que musicien classique et ainsi que la condition actuelle de plusieurs organismes à but non lucratif au Canada. Les conditions changent à cause qu'il y a des changements technologiques ou d'autres changements sur le marché du travail. Les compagnies deviennent meilleures à produire des choses que les gens veulent de moins en moins. Donc, ces changements de perspective, c'est une chose dont j'aimerais parler aujourd'hui avec des éléments particuliers de la perturbation et du déclin qu'ils amènent. Donc, à travers mon travail à la Fondation Metcalf, j'ai passé des années à essayer de comprendre cette dynamique de destruction et de déclin de façon assez spécifique pour savoir comment nous pourrions y répondre en tant que secteur, en tant que domaine, et de penser d'une façon qui aurait une promesse à long terme plutôt que d'attendre le financement fédéral ou gouvernemental pour répondre au déclin continu. Donc, moi, la façon que je le vois, c'est comment ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Comment est-ce qu'on peut faire des changements nécessaires et qui sont dus depuis longtemps? Donc, bien que ça semble simple, c'est en fait une problématique difficile. Donc, ce qui était le bébé et l'eau du bain en 1983 n'est pas la même chose qu'en 2019 et ne sera pas le même bébé et l'eau du bain en 2029. Une façon commune de penser à cette problématique du bébé et de l'eau du bain, c'est de dire comment est-ce que nous pouvons préserver l'activité artistique incroyable du passé? Comment est-ce qu'on s'y attache? Et je sais que nous savons tous quel genre de questions ou d'activités et d'orientation que cette question peut inspirer. Mais nous avons une autre façon de s'orienter sur cette problématique du bébé et de l'eau. Plutôt que de l'établir comme une relation entre le passé et le présent, nous pouvons l'établir comme une relation entre le futur et le présent. Donc, plutôt que de dire comment préserverons-nous l'art du passé, on peut poser la question suivante. Comment est-ce qu'on peut équiper notre avenir pour pouvoir créer l'art dont nous aurons besoin? Donc, lorsque je regardais les questions et les activités qui ont émergé de cette nouvelle orientation, j'ai trouvé que c'était une interface beaucoup plus facile pour faire face aux différents défis auxquels nous faisons face aujourd'hui. Donc, dans ma fondation, j'ai caractérisé les dernières années en termes de 4 perturbations principales. La perturbation des activités avec la COVID-19, la perturbation de la société avec l'instabilité sociale, la perturbation de l'industrie avec la révolution numérique et la perturbation du monde avec la crise de durabilité. Les budgets, et tout ce qui sont les exigences post-pandémiques sont très importants. Mais aujourd'hui, j'aimerais être un peu plus spécifique, en particulier au niveau de la destinée de la musique classique. Je crois que c'est le temps de déterminer si oui ou non l'apocalypse zombie est à nos portes. Donc, la définition d'une apocalypse zombie ici et celle que nous utiliserons aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne navigue pas à travers le cours de leur vie existentielle au son de la musique classique. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes de plus en plus entourés de zombies et notre destinée n'est pas superbe. Quand est-ce que ces zombies ont émergé et d'où viennent-ils? Selon Charles Rosen, ils ont toujours été là, mais je crois que nous sommes spécifiquement entourés à ce point-ci. Et j'aimerais vous dire 3 raisons pourquoi ça pourrait être le cas. Donc, nous sommes indéfendables. Nos institutions nous ont abandonnés. Nous avons perdu notre part de notre valeur fondamentale et notre art est devenu sémiotiquement déséquilibré. Il a cessé de signifier des choses pour les gens.
Donc, j'aimerais explorer des éléments qu'on pourrait faire dans l'avenir et j'aimerais vous partager mon expérience en tant que musicien qui a commencé à se sauver des zombies il y a environ 100 ans. Donc, le problème numéro un, c'est un endroit indéfendable. Donc, il y a 60 ans, nous vivions dans un pays où notre poste FM jouait presque exclusivement des classiques. Nous ne sommes plus dans ce pays. Cela a eu une fin abrupte lorsque CBC a éliminé une grande quantité de ses programmes. Le plus grand impact a été le retirement de la musique classique dans l'environnement général. Donc, il y a quelques années, j'ai eu la chance de parler de ceci avec Tom Alling, l'un des champions du programme classique chez CBC. Il a retracé une historique intéressant qui a mené à ce changement drastique et soudain. Dans le début des années 90, CBC voulait alléger sa présentation des musiques classiques avec notre très talentueux David Grierson. Il voulait que ce soit un format plus conversationnel pour ne pas être pris dans la musique classique. À la surprise de tous, ceci a soulevé la controverse. Comme Old Guard Canada était en colère à ce sujet, un chroniqueur du Globe and Mail qui se concentrait sur les questions nationales importantes a écrit peut-être 4 colonnes en signe de protestation. Et donc, le président de CPZ a renvoyé l'hôte. C'était un désastre. Donc, par la suite, à ce retrait de la musique classique, il y a eu des controverses incroyables. Et depuis ce temps, personne n'a voulu toucher aux programmations classiques pour 18 ans. Mais selon Alex, ceci a amené les après-coups qui a scellé notre destinée. Donc, ce vieux modèle est resté en place, a dépassé sa date d'expiration et a approfondi le sentiment que la classique musique n'était qu'un privilège de l'élite plus puissante. Et comme Allen a dit, je crois que c'est ce qui a causé le bout qui est si grave. S'ils avaient persisté à assouplir les choses en 1991, ils n'auraient pas dû abandonner le navire en 2008. Donc, vous voyez ici, il y avait une tension entre la résistance et la réforme. Le deuxième problème, c'est notre monde transactionnel. Dans les dernières années, la relation entre les financements publics et les biens publics est devenue de plus en plus transactionnelle que ce l'était auparavant. Donc, si vous voulez un dollar public, vous devez livrer un bien public et le prouver. Nous nous lamentons souvent dire que c'est régressif et nous blâmons le néolibéralisme et la marketisation qui est augmentée. Mais il y a un élément important que nous devrions considérer. J'imagine que le financement public, c'est comme si je demandais à mon voisin de payer mes factures. Dans les années où les fonds publics ont été développés, on avait assumé que notre voisin était la même chose que nous. Donc, si nous faisions de l'art, nous étions nécessaires et nous nous attendions à ce qu'ils payent pour notre art. Mais dans les derniers centenaires, dans le dernier siècle, nous ne pourrions plus présumer que nos voisins étaient les mêmes que nous. C'était quand même raisonnable de présumer qu'ils devraient être comme nous. Donc, en fournissant de l'art, nous pouvions nous attendre à ce qu'ils paient quand même pour notre art. Donc, il semblerait que ce serait anachronistique maintenant que nous avançons vers une société multiculturelle et nous avons des définitions multiples pour définir une bonne vie. Et les identités fleurissent. Donc maintenant, il n'est plus sécuritaire de dire que nos voisins sont comme nous et ils ne devraient pas être comme nous. Donc les fondements de valeurs intrinsèques ne font plus la part des choses au niveau des dépenses publiques. Donc, nous pouvons retracer un cheminement de changement de valeurs comme la démocratie, la justice et le pluralisme vers une relation de plus en plus relationnelle entre le financement public et le bien public. Bien que nous résistons le paradigme transactionnel, bien que c'est la résistance du néolibéralisme, nous essayons de rétablir l'antichaise de ce paradigme transactionnel en prenant avantage de différents secteurs et nous pouvons rencontrer des oppositions surprenantes.
Et ce qui en résulte, c'est que l'art doit apprendre une deuxième langue. Le bilinguisme était impératif au Canada, mais maintenant, nous devons être un bilingue également lorsqu'on doit comprendre le langage et comment nous pouvons articuler la valeur de l'art. Nous devons être bien érudits dans les fondements implicites de la valeur intrinsèque. Nous devons être bons dans la démonstration explicite de la valeur extrinsèque. Il y a un spectre ici complet. Le spectre complet qui varie de l'objectif social explicite, l'art-thérapie, l'art de la pratique sociale et l'art pour le changement social. Donc, il faut documenter le bien-être de notre public de façon concrète. Donc, de répondre à ce monde transactionnel suggérerait que le secteur à but non lucratif doit reconnaître à quel endroit son activité repose sur le spectre social. Quels sont les processus impliqués, quels sont les problèmes et les publics desservis par ces processus et quelles sont les rétroactions et les pratiques au niveau des pratiques dans ces activités. Donc, c'est bien que le dilemme de la finalité sociale nous implique que c'est une transaction à haut risque, mais à haute récompense. Il y a les valeurs, la licence et les ressources. Le risque est existentiel. Nous pouvons périr en étant des cibles sociales qui minent les valeurs artistiques. Donc, il y en a qui vont dire que l'échange est inévitable, mais les cibles artistiques écrasent tout le temps les valeurs sociales. Les pros disent que le taux de change est insignifiant. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut avoir notre gâteau et le manger également? Mais comme on dit au Québec, avoir le beurre et l'argent du beurre. Comme peut-on rester enraciné dans les fondements des valeurs intrinsèques en augmentant l'impact extrinsèque et instrumental de la valeur intrinsèque. Donc, de garder le bébé et de s'améliorer à documenter le bien et les avantages que l'art fait dans le monde. L'un des exemples de la dynamique du risque et de la récompense était le classique dans le boom dans la musique classique dans les années 90, qui était basé sur le fait que la musique classique vous rend plus intelligent. Il y avait beaucoup de publications et de politiques et ils ont même inspiré le gouverneur de l'État de la Géorgie pour donner des CD de Mozart à tous les nouveaux-nés dans cet État. Bien sûr, il y a eu plus de recherches rigoureuses qui ont mis de côté cette idéologie et c'était un mythe en psychologie dans psychologie populaire. Donc, maintenant que nous reconstruisons notre relation avec la société à travers l'échange transactionnel des biens, nous devons livrer les biens et prouver qu'ils ont une signification. Cela nous met sous le feu des projecteurs. Par rapport à notre relation avec le militantisme, on avait de grandes réclamations sans vraiment se soucier des normes et de la preuve. Comme dans le CDSA durant la pandémie, à travers la COVID-19, les artistes n'ont jamais douté de leur valeur, mais on a commencé à se demander qu'est-ce que le mot furlough voulait dire. Donc, ce genre d'argument semblerait être une défense inoffensive ou un délire consécutif, mais ce n'est pas sans conséquence. Donc, on était triste durant la pandémie de voir que le secteur à but non lucratif artistique n'était pas un service essentiel. Nous avons vu que le mythe que nous n'étions pas finalement importants ou nous n'étions pas essentiels au Canada. En 2022, ils ont dit cela, même s'il y avait plusieurs données qui disaient que ce n'était pas le cas. Donc, nous avons aussi bâti des politiques autour de ce mythe avec du financement multisectorial et nous avons mis des compagnies en rouge suite à l'absence au retour, ce qui n'aurait pas dû être une surprise. Nous avions les données pour avoir une meilleure image, mais on est allé de l'avant avec un mythe d'affirmation. Alors, les organismes à but non lucratif œuvrent dans des microclimats d'amour et d'adoration. Notre leadership, nos personnels, nos conseils, notre auditoire, nos bénévoles et même ceux qui nous financent sont de grands admirateurs. Et cela
ça tourne autour d'un mythe qui dit on a, on a tellement hâte de vous voir et des données que les choses ont réellement changé. Et alors que nous aurions peut-être dû apprendre pendant la pandémie et être le secteur que nous devrions être, on continue comme si les choses étaient toujours comme en 2019. Alors, aussi étrange que cela puisse sembler, si on veut reconstruire la relation entre l'art et la collectivité dans un monde en transition, il faut penser à l'art pour ceux qui pensent que c'est bien pour tous plutôt que ceux qui ne le pensent pas. Alors, notre paradigme post-pandémie doit pouvoir bien démontrer tout ce qu'il se faut. Alors, d'aller de l'avant dans ce monde de transactions est important. Et notre situation actuelle, ben, en fait, ça pourrait faire en sorte de freiner la réflexion critique dont nous avons besoin. Alors, le monde des transactions nous dit que la viabilité de la valeur intrinsèque est terminée et nous avons besoin de reconstruire notre position de valeur. Alors, le troisième problème, notre art sans signification. Alors, la viabilité de la musique classique dépend de la signification qu'on donne à la musique classique. Alors, pensons aux voitures, la différence entre une Lexus et une Toyota, entre la moutarde de Dijon, ben écoutez, quand on pense à la musique classique, il y a une perte de signification et il y a un art zombie qui nous entoure. Alors, afin de faire face aux zombies, il y a un propos pré-concert, on dit à l'auditoire, quand le compositeur est né, alors la première des œuvres. En bref, nous utilisons de l'information pour amener l'auditoire dans le monde de la musique classique. Ça, c'est la priorité du développement de l'auditoire et c'est enraciné dans des politiques d'il y a 20 ans. Mais quand on pense à l'auditoire, ben oui, l'art est beau, mais on a besoin de développer l'auditoire et si on le fait, c'est-à-dire de l'éduquer et ainsi de suite, ben écoutez, des choses vont faire en sorte que cette information va faire en sorte que l'auditoire se présentera. Mais, bon, écoutez, je travaille en fait avec quelque chose qui s'appelle la théorie de changement, qui est un modèle de déficit de l'information. Et dans ce modèle, l'information, c'est la connaissance qui mène aux attitudes, qui mène aux valeurs et qui mène aux comportements. Et deux informations surprenantes quant à ce modèle déficitaire pour l'information, c'est le modèle de changement le plus commun en Occident. Alors, c'est vrai pour ce qui est du changement climatique et autres grands sujets d'actualité. Et depuis les années de 1980, on le met de l'avant et en même temps, on tend à démontrer qu'il n'est pas toujours efficace et on continue à l'utiliser. Alors, en fait, le modèle de déficit de l'information, écoutez, on a pu voir que ça fait 40 ans qu'on l'utilise et qu'il a peu d'impact au bout du compte. Alors, si nous continuons à mettre la responsabilité du changement sur l'auditoire, ben, l'écart va s'accroître entre dans ce contexte où nous évoluons. Et nos auditoires, espérons-le, nageront dans les courants de changement. Et cela surestime le pouvoir de l'information et fait en sorte qu'on a une disparité entre notre milieu et notre auditoire, créant des écarts. Alors, de chercher à amener l'auditoire de notre côté, ça fait en sorte qu'il y a une occasion créative qui est abandonnée alors que nous cherchons à tisser les liens avec l'auditoire.
Alors donc, une société pluraliste fait en sorte que notre position n'est pas déventable, cette position qui nous vient du passé. Une société transactionnelle fait en sorte que notre proposition est inadéquate et une société indifférente, ben écoutez, ça nous amène à cette notion de zombie, de, d'un entourage et d'un contexte où ces zombies évoluent. Alors, je viens de perdre ma présentation. Un instant. Alors, résister en fonction du flux. Alors, ce qu'on demande très souvent, c'est quelle est la stratégie pour l'apocalypse zombie? Et les réponses tombent généralement en deux catégories. Donc, la résistance en comparaison au flux. Alors, on cherche à faire face aux zombies ou on se joint à eux et on voit ce qui se passe lorsque cela arrive. Alors, dans le contexte de la musique classique, c'est soit Mahler 3 est joué pour de petits auditoires ou un auditoire plein de zombies où on leur joue de la musique de Harry Potter. Alors, il semble que notre auditoire ne revient pas nécessairement vers la musique classique, malgré la musique classique qui existe, par exemple, chez Spielberg et ailleurs. Alors, est-ce que résister, c'est futile? Est-ce qu'on va voir notre bébé dans une eau ennuagée? Et est-ce qu'on essaie toujours donc de rincer ce bébé? Et que peut, pouvons-nous, s'il vous plaît, en prendre soin de ce bébé et comment faire? Alors, grande distinction aussi à faire qui vient des études sur l'avenir, soit la différence entre les prévisions prédictives et les prévisions stratégiques. Dans les années 70, la compagnie Royal Dutch Shell voyait qu'elle avait de nouveaux plans à faire. Et en fonction des prévisions prédictives, la question qui était posée, c'est qu'est-ce qui va arriver? Et le but de ces prédictions, c'est de créer des stratégies robustes pour ce qui est de différents scénarios. Comme on l'explique, ça permet une vision constructive, ça développe des stratégies et on bouge dans cette direction de manière répétitive, c'est-à-dire en se posant des questions au fur et à mesure que le temps passe et de manière générative aussi, c'est-à-dire que nous devenons qui nous sommes en fonction des ajustements que nous faisons. Alors, pour ce qui est des prédictions, on cherche un peu à rester de la même manière alors que dans une prédiction stratégique, on se transforme en chemin. Et donc, c'est ainsi qu'une grande multinationale a pu faire face à un futur incertain. Alors, c'est une différence entre une destination fixe par rapport à une destination évolutive. Alors, qu'avons-nous besoin de devenir afin de parcourir au long de la route? Alors, comme j'aimerais résumer, d'abord, on s'améliore à savoir ce que les gens veulent. On a parlé des différences entre le passé et maintenant, et cela soulève des questions d'orthodoxie par rapport à l'évolution. On parle aussi de valeurs intrinsèques, de valeurs extrinsèques, la différence entre l'information et la signification. Ce sont des dichotomies critiques sur notre chemin alors qu'on pense à l'art et la société. Nous menons, en fait, les chemins que nous parcourons sont parsemés de zombies. Ça veut dire annihilation possible ou se joindre. Alors, est-ce qu'on résiste ou
on entre dans le flux. Et il y a une différence donc entre les prédictions stratégiques et les prédictions en fonction du futur. Et ça veut dire, en fait, qu'il y a peut-être place à la table de négociation. Donc, si on veut conserver là où nous sommes, il s'agit de grandir et de se laisser grandir. Alors, à quoi est-ce que cela ressemble? Alors que j'ai étudié avec plusieurs musiciens, j'ai eu la chance d'être choisi comme musicien Cohen pour ce qui est du développement de la carrière d'un musicien classique. Et cela, ça m'a permis de rencontrer des auditoires dans de petites salles. Et ce qui est devenu clair pour moi, c'est que le langage musical s'efface. Alors, avec Mathieu Godet, pianiste, on a essayé de se rendre dans des lieux où personne ne parlait musique classique. Donc, nous allions en terrain de zombies pour voir ce qui nous arriveront. Alors, on a commencé un festival de musique dans Gros-Morne et nous avions l'intention de jouer de la musique à Gros-Morne, c'est-à-dire de la musique de chambre sans département de marketing, comme vous vous en doutez bien, avec le titre de notre festival. Alors, nous pensions que nous étions dans le flux des choses, mais je dirais que nous résistions encore. On cherchait à transformer l'auditoire pour qu'il vienne à nous. Alors, finalement, nous avons vu qu'il fallait plonger. Nous sommes allés dans un plus grand centre avec une programmation différenciée avec des auditoires importants. On a eu des publics de 300 personnes. Cela a continué. Nous avions du succès et nous pensions avoir réalisé le succès. En fait, les choses ont très bien été. Donc, quand on prend la comparaison anglophone d'un bébé dans le bain et qu'on ne veut pas jeter le bébé et l'eau du bain en même temps, ben, on a préservé le bébé et on a conservé, on a enlevé l'eau et on a conservé le bébé. Alors, en fait, ce qu'on a aussi réalisé, c'est qu'on a continué à verser de l'eau dans notre bain et on a perdu notre bébé de vue. Alors, pour remédier à cette situation, j'ai fondé un ensemble Dark by Five avec 9 artistes de différents instruments ainsi que des acteurs. Et le but, c'était de créer une relation avec l'auditoire par le biais de signification. Parker Fiddle, qui a arrangé la musique, a fait des arrangements sur Firebird, la symphonie fantastique et ainsi de suite. Et nous jouions sans chef d'orchestre et nous la mettions en scène avec des spectacles chorégraphiés. Et oui, il y avait un orchestre, mais qui s'exprimait par le biais du théâtre. Et il y avait des personnages et autres implications expressives et tout cela était tissé de manière interdisciplinaire. Alors, par exemple, on a utilisé The Missing avec Appalachian String et puis cela, il y avait une thématique d'innocence et on a fait des liens avec la poésie de Don McKay qui a gagné des prix du gouverneur général. Et donc, cette interdisciplinarité entre le théâtre, la nostalgie pastorale et la poésie de Don McKay. Alors, qu'est-ce que ça devient? On voit qu'il y a des pièces du puzzle qui se joignent. Alors, il y avait aussi des animaux, des oiseaux imaginaires, des formes humaines.
Et ces projets ont été inspirés par un réalisateur, directeur de spectacle, Robert Wilson. Lorsque, tant que ce n'est pas une chose, ce n'est rien. Quand ça devient une chose, ça peut être à tous les sujets. Et puis, on a aussi utilisé une technique du 16e siècle, c'est-à-dire le spectacle des nonos, pour ainsi dire, c'est qu'il y a une portion qui est mimée, qui résume et qui appuie et qui commente la musique. C'était fait dans les pièces de Shakespeare, notamment Hamlet. Donc, il s'agissait de distiller l'expérience et donc on a utilisé des chansons de la musique pop pour rassembler notre idée, puisque les chansons pop rassemblent d'une manière universelle des carrefours de valeurs. Et ensemble, ça transmet deux messages critiques aux auditoires. Vous appartenez ici et vous savez ce qui se passe. Alors, pour The Missing, il y avait The Moonlight Begins et pour notre spectacle Carmen, on a utilisé Firebird était lié à Hyper Ballad. Donc, il y avait des liens entre la musique classique et la musique pop. Alors, au lieu d'utiliser donc de l'information pour amener l'auditoire dans le monde de la musique, on a réorienté l'engagement de l'auditoire en amenant le répertoire vers le monde de l'auditoire. Alors ici, il s'agit d'une hybridation intégrative de manière créative afin d'amener différents langages artistiques au cœur du répertoire classique. Ce fut une expérience de transformation pour les artistes. Ils ont beaucoup aimé travailler ainsi. Et donc, on a récupéré notre bébé qui avait disparu de la baignoire. Encore une fois, une expression anglaise, une analogie. Et bon, avec la pandémie, ces projets ont pris une pause. Et pendant la pandémie, on a pu constater que nous ne sommes pas tout à fait prêts pour un avenir numérique. Alors, quel que soit le genre des organismes culturels à but non lucratif, c'est que le numérique faisait en sorte qu'il y avait beaucoup de questions qui étaient posées. Alors, nous nous sommes demandé qui peut nous aider quant au monde virtuel. Et en fait, la réponse qui était claire, c'était les jeux vidéo. Les jeux vidéo sont un secteur particulièrement important. Ils sont plus gros que la musique et la télévision ensemble. Et donc, on a cherché à apprendre de ce qui se passe dans les jeux vidéo afin de créer un contenu numérique qui engage l'auditoire. Et puis, le secteur a passé 90 millions de dollars afin d'apprendre à naviguer les univers numériques. Et seulement sur ce grand budget, 44 000 dollars, c'est-à-dire ce budget de transition dans la pandémie, une très petite portion, 44 000 dollars sur 90 millions, ont été consacrés à apprendre des jeux vidéo. Alors, je dirais en fait que nous nous sommes penchés sur cette question dans le but de voir les possibilités que nous offre le numérique afin de ne pas demeurer solitaire dans notre répertoire, dans ce monde qui évolue. Alors, ce qu'on peut faire, ce qu'on veut faire, c'est de retrouver en fait un chemin qui nous ramène chez soi, qui nous ramène dans notre art. Alors, ici, à Woody Point, Terre-Neuve,
on a fait des vidéos du lieu qui pouvaient être accédées par le monde numérique et ça faisait en sorte qu'on pouvait présenter ce qui s'en venait, présenter les artistes et cela nous a beaucoup appris quant au mariage du spectacle sur scène et le monde numérique. Et notre projet, alors que nous cherchions à intégrer une culture virtuelle euh, numérique, a fait en sorte qu'on a eu une nomination spéciale au Royaume-Uni pour notre travail. Laissez-moi vous parler d'un autre spectacle, Finn's Way Home. Et on a utilisé le monde virtuel en temps réel dans cette expérience. Alors, nos artistes sont présents devant l'auditoire tant en mode numérique que sur scène. Alors, en fait, nos artistes n'étaient pas à l'aise initialement, mais quand on a présenté cela à un jeune auditoire, on a connu un grand succès. Alors, l'importance d'être arrimé avec l'auditoire est fondamentale. Ici, un exemple qui s'inspire de tout ce que nous avons appris sur les jeux vidéo, les différents aspects numériques, et nous sommes en discussion avec des musées à Terre-Neuve afin de présenter des spectacles intégratifs. Alors, c'est-à-dire le jeu, une narration et du contenu qui se retrouve au musée avec fond musical. Alors, lorsque je pense à cette stratégie multimode et à nos auditoires, je me demande pourquoi suis-je devenu un musicien classique? J'aimerais vous dire que c'est parce que j'avais des moments de grande inspiration, notamment quand j'écoutais Glenn Gould à CBC, mais ce n'est pas ça. C'est parce que quand j'étais un enfant, on m'a acheté Beethoven Lives Upstairs de Barbara Nichols. C'était une histoire avec un personnage qui me permettait de créer un monde qui était sous-tendu par une musique qui avait une signification pour moi. Et aujourd'hui, à quoi correspondrait Beethoven Lives Upstairs? On a soumis un projet au Conseil des arts du Canada qui s'appelle The Vanishing, la disparition, et on intègre de la musique et on traite de la disparition et de la mort de la musique classique d'une manière ludique. Et dans la disparition, la musique classique meurt non pas parce que les auditoires ne se présentent pas, mais parce que la musique s'évapore devant les yeux des autres. Alors, pensons à Michael J. Fox dans le film Back to the Future. Il devait voyager dans le passé afin de protéger le futur. Et ici, le genre que nous présentons, c'est qu'il y a plusieurs chapitres de l'histoire de la musique classique. Par exemple, on retourne en 1913 où il s'agit de sauver le rite du printemps à Paris. Lady Macbeth de Metzenk, on s'amène à Moscou en 1950. Il y a de la musique, il y a des codes secrets. En 1940, ben, écoutez, il y a un temps de guerre avec un quatuor qui fait référence à la fin du temps. Alors, en essayant d'imaginer donc ce que devrait être Beethoven habite en haut, Beethoven lives upstairs, on revient à cette idée d'intégration d'éléments visuels, de narration, de trames sonores et cette musique classique qui, mystérieusement, s'évapore. Encore une fois, la musique devient un peu en arrière-plan alors qu'il y a un élément ludique et un scénario qui se déploie
par rapport à ce mystère. Et donc, nous revenons à nos racines. Ce bébé est heureux dans son bain et ce genre créatif s'apprête à se déployer pour l'avenir tout en soulevant toutes sortes de débats, disons-le. Et alors que nous continuons nos expériences, nous ne sommes pas devenus encore un canal TikTok, mais nous poussons les choses aux limites de notre créativité. Mais je voudrais vous rappeler qu'on a souvent échappé la balle alors que nous avancions et je vous ai donné des exemples. Et je reviens à cette idée du flux versus la stratégie. Dans le flux, il y a toutes sortes de destinations que l'on peut attendre, auxquelles on peut s'attendre. Et c'est un chemin d'aventure, d'occasion et d'ouverture. Alors, j'espère que je vous ai démontré que les stratégies au niveau de la billetterie ou du membership ou d'une histoire d'un compositeur, en fait, ce que j'essaie de vous dire, que c'est le temps de l'expérimentation créative afin d'avancer vers l'avenir. C'est une question d'exploration, c'est une question d'ouverture artistique. Sinon, ben, posons-nous des questions sur l'avenir de l'orchestre et de la musique classique. Je vous ai fait des propositions. J'espère que cela vous aura inspiré et j'espère que cela ouvre la porte à questions et discussions. Merveilleux. Merci beaucoup. Vous nous avez donné beaucoup de choses auxquelles penser. Alors, nous avons 3 personnes qui vont poser des questions, qui vont animer. Donc, nous avons Madame Henry, qui est de la Société pour les arts dans le domaine de la santé, Kim Fry, et Monsieur Dupuis, également, qui travaille à Thunder Bay. Alors, I have so many questions and comments. I guess my question is, where do you Tant de questions et de commentaires, mais j'imagine que ma question serait où est-ce qu'on peut même commencer cette approche d'exploration à l'intérieur de ces modèles riches chez Orchestre Canada? Oui, c'est la partie où j'ai trouvé que j'étais le moins utile peut-être d'évoquer ce genre de choses d'échange collectif ou d'entente collective. Comme Catherine m'a dit, les risques que les orchestres prennent, c'est dans les contrats parce qu'ils sont voués à être ces entités, quelles que soient rigides, comme vous l'avez décrit. Donc, il y a une histoire que l'orchestre sert comme étant le travail de base contre lequel la défaite musicale est défendue. Donc, une fois que vous perdez l'orchestre, ce n'est pas qu'il y a plein de petites choses qui peuvent émerger dans la communauté, c'est juste que le niveau de la création de la musique décline, est en déclin. Donc, selon moi, les orchestres doivent devenir un peu plus comme les sociétés d'un certain point de vue. Et nous devons enlever cette idée d'en avoir 80 sur scène qui jouent le même programme pendant 3 ou 4 nuits et d'avoir le même programme la semaine suivante et d'avoir beaucoup plus d'intégration dans les communautés et dans leur contexte et de faire plusieurs explorations différentes et créatives. Donc, si vous pouvez garder le musicien sur
sur le personnel et qu'il garde son emploi, il faut y avoir des plus petites unités qui sont engagées dans différents endroits, dans différents répertoires. Et je vois qu'on voit ces choses se produire dans certains orchestres, en particulier dans les plus petits, mais je crois que ça, c'est l'un des exemples qui me rend optimiste. Une grande collection de musiciens qui sont présents dans une communauté particulière peuvent faire beaucoup de choses et se déployer de plusieurs façons différentes, mais pas d'une façon que nous sommes 80 dans une unité qui est solide, qui ne bouge pas et qui fait la même chose une fois par semaine pendant 3 saisons durant l'année. Oui, je pense qu'il y a ce défi avec l'orchestre d'avoir cette masse de musiciens qui nous arrivent et on a de la difficulté peut-être à s'identifier à quelqu'un qui est sur la scène. J'ai eu la chance dernièrement d'aller à plusieurs concerts orchestraux à Montréal et j'aimerais injecter une note d'optimisme. Les concerts sont pleins. Il y a eu plusieurs concerts où je suis allée où les gens répondent présents et ils viennent. Ce sont des concerts où il y a... c'est une expérience. Tu as parlé de ça, David, comme étant quelque chose de vraiment fondamental. Les gens ne vont pas au concert, en fait. Les gens vont vivre une expérience que l'on espère qu'il soit mémorable, qu'il soit transformationnel, comme tu l'as dit aussi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de nos réflexions qui doivent être faites en ce sens, c'est-à-dire, on ne va plus au concert. Et c'est vrai, on cherche une expérience, on cherche du ressenti. Et je pense que si on commence à réfléchir de cette façon, on va peut-être trouver des pistes de solutions. Est-ce que c'est ce que tu proposes dans tes jeux? C'est-à-dire, tu veux faire vivre quelque chose, non pas intellectuellement, ce qui n'est pas très sexy, mais tu veux faire vivre quelque chose au niveau du sentiment. Donc, je pense que c'est une piste qui est excellente en ce qui me concerne. Voilà. Merci beaucoup, François. Yeah, I'll jump in and maybe build on that, Françoise. I think it's so true. I'm the mother of a 20-year-old, and so I feel like I've tapped into the Gen Z a little bit. And I do think that they're looking for unique experiences, and they're also looking for experiences that reflect their interests and worries and what is on their mind. And so, donc, je suis la mère d'une jeune fille de la génération Z et il reflète des expériences. Et chez Emergency Canada, bien sûr, nous connaissons tous les spectacles que la génération de 30 ans et moins désire voir. Les sujets sociaux comme le changement climatique sont en avant-scène. Donc, Wind Art a l'opportunité de faire une intersection entre ces crises, ces préoccupations, ces enjeux qui sont des priorités. Je crois que vous pouvez vraiment aller vous alimenter et attirer des plus jeunes générations. Et David, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à une pensée en termes de système. Il semblerait que c'était l'une des solutions que vous recherchiez. Et ces solutions sont enracinées dans une approche de système. Et c'est si favorable avec cette urgence climatique. Nous devons changer la façon que nous pensons. Nous devons penser à mettre des stations de recharge électrique. Nous devons pousser les gens à faire du recyclage. Nous avons besoin de transports en commun. Toutes ces choses. Et nous devons changer comment les gens pensent, comment ils se sentent. Et je crois que la pensée systémique ou la pensée en termes de système offre des solutions aux difficultés auxquelles on fait face en termes de signification, de pertinence et d'avoir un auditoire. Et peut-être que si vous intégreriez quelques éléments de changement climatique, peut-être que vous pouviez en parler un peu plus. Et j'étais très heureuse de voir Don Mackay parce qu'il vient de ma ville natale. On a grandi ensemble et il est mon Canadien préféré. Oui, avant que je revienne à la Fondation Metcalf, je dirigeais un groupe de travail sur la culture et le changement climatique en Allemagne. J'ai fait des études études avancées sur le changement climatique là-bas. Donc,
une partie, ultimement, je suis très optimiste par rapport au destin de l'art dans la société. Je ne suis pas si optimiste pour la destinée de la société, mais je suis très optimiste pour la place de l'art dans la société parce que nous arrivons à un certain point où c'est de plus en plus apparent que les crises que nous essayons de naviguer sont de nature culturelle. Le changement, la crise climatique, c'est un exemple parfait. Nous sommes allés à tous les détours et dans tous les recoins de cette crise en termes de politique, de législation, de réglementation, de droit et de finances, mais nous avons manqué de faire en sorte que ce soit une proposition culturelle et nous sommes de plus en plus conscients. Nous sommes conscients que la culture ne peut pas seulement être l'eau dans laquelle nous nageons. Ça doit être quelque chose que nous pouvons activer en tant que catégorie opérationnelle de la façon dont nous nous engageons les uns les autres. Et l'Ouest est en particulier très mauvais ici. Qu'est-ce que ça veut dire d'activer la culture? Bien, on faisait ça tout le temps auparavant, sous forme de rituels. C'est pour ça qu'on avait des rituels. C'était pour activer la culture, engager des questions sur l'être de façon explicite. Et dans les 300 dernières années, il y a eu une guerre constante contre les rituels ici dans l'Ouest. Et le fait que nous soyons arrivés à la fin de cette méthode plausible d'aller de l'avant, je crois que c'est un bon moment pour la culture. La culture aura un rôle beaucoup plus important dans 10 ans qu'il ne l'avait il y a 10 ans. Nous sommes dans nous avons une orientation progressiste, de plus en plus progressiste. Donc, comment le faire? Donc, ça revient à certains éléments dont Françoise a parlé. Premièrement, en termes dès que c'est d'arriver dans un concert d'orchestre et d'être là et qu'il y a un grand bloc de musiciens. Donc, j'ai fait beaucoup de lectures sur l'histoire des orchestres. C'est très opaque. C'est difficile de savoir qu'est-ce qui est arrivé entre plusieurs musiciens de la cour à la fin du 18e siècle jusqu'à l'orchestre qui est en gros ce que nous avons aujourd'hui, qui est survenu qui a fait sa resurgence 100 ans plus tard. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Donc, j'étais vraiment impressionnée à quel point il n'y avait pas grand-chose d'écrit là-dessus dans l'histoire. C'était vu comme la réponse à un désir créatif. Donc, Beethoven a voulu écouter cela. Donc, il a mis cela en place. Mais il y a d'autres choses différentes qui se passent. Avec l'arrivée de la classe moyenne, les concerts devenaient encore plus grands. Vous vous souvenez, c'est un moment où il n'y avait pas d'amplificateur, il n'y avait pas de système de PA. Pourquoi qu'il y avait 18 violons dans ce coin là-bas? C'est parce qu'il n'y avait pas de micro. Et l'orchestre, c'est un système de PA, c'est des amplificateurs, donc c'est de la technologie. Il y a 80 personnes qui font ça. Si vous pouvez prendre un gars de son maintenant, il pourrait résoudre beaucoup de problèmes que nous n'avions pas résolus il y a 100 ans. Et bien sûr, nous émergerions avec cette qualité esthétique incroyable où est-ce que vous entendez chaque son. Il n'y a rien sur Terre qui ne pourrait répliquer cela. Mais en fait, c'était la solution, en gros, du fait que comment est-ce qu'on peut faire lorsqu'il y a vraiment un grand auditoire et qu'ils puissent tous entendre la musique. Mais j'adore cela parce que ça a ouvert des possibilités. Bien que ce soit une dimension technique, nous pouvons penser à réimaginer cela. Ce n'est pas une boîte noire qui dit, OK, voilà, c'est ce que c'est un orchestre par rapport à ce que Françoise a dit. Donc, maintenant, pour les expériences, c'est d'être en mesure de les traduire, de dire, OK, je vais écouter l'opus 65 numéro 4 ce soir, l'opus 65 numéro 4 ce soir et essayer d'enthousiasmer les gens et de dire, OK, je vais avoir une expérience de quoi que ce soit. Donc, par exemple, j'ai 20 ans, je veux me sentir comme si j'appartiens ici. Donc, ça, c'est l'idée qu'on a eue de Robert Wilson. C'était très proche lorsque nous préparions un show. On avait l'idée, on voulait dans la gamme typique d'un musicien classique, on va dire, OK, je vais le baroque ici, je vais faire les hautes ici, l'intermission ici, et je vais faire une sonata romantique par là, et je vais peut-être ouvrir quelque chose de contemporain parce que personne va applaudir. Et là, je vais mettre ma grosse sonata romantique et voilà, boum, c'est la fin du show. Donc, c'est d'assembler une salade plutôt que de dire vraiment qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que je veux dire à mon public ce soir? Et cette idée, j'étais très frappée par cette idée de Robert Wilson, que tu dois travailler, travailler et travailler jusqu'à ce que ton show, ton spectacle ait à voir à une seule chose. Et ça ne peut pas être tout, mais une fois que c'est quelque chose, ça peut être tout.
Donc, ce principe n'est pas accessible de la façon principale que nous présentons la musique classique. Donc, lorsque je regarde cette expérience, je me dis comment est-ce qu'on peut travailler avec ça sous forme d'idées pour que nous puissions enfin dire quelque chose à quelqu'un de 20 ans ou même à quelqu'un de 80 ans. 80 ans, qu'on se concentre, qu'on dit vraiment quelque chose, qu'on crée une expérience plutôt qu'une collection de sons. C'est fantastique. Je suis désolée, je ne voudrais pas vous couper. Si c'était moi, je m'assoirais ici pendant 3 heures à vous écouter. Malheureusement, nous n'avons presque plus de temps pour cette séance. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup, Kim, Françoise et Riley. Ceci fut une conversation fantastique. Donc, nous allons prendre une petite pause de 5 minutes et nous allons revenir pour la prochaine séance.